Préface à la logique et aux catégories d'Aristote par Jules Barthélemy Saint-Hilaire Suite. Le syllogisme ne lui appartient pas moins, et l'on ne peut que répéter avec Leibniz, l'invention de la forme des syllogismes est une des plus belles de l'esprit humain et même des plus considérables. En quoi consiste donc cette admirable invention ? En ceci qu'Aristote le premier a constaté que le raisonnement n'était possible qu'à cette seule condition de partir d'un principe pour arriver, avec l'aide d'un moyen terme, à une conclusion sortant nécessairement de ce principe. C'est là le germe fécond de toute cette vaste doctrine qu'avaient ébauchée Socrate et Platon par la théorie de l'universel et celle des idées. C'est là la formule puissante qui se dissimule dans le langage habituel et qui seule pourtant lui donne, toute cachée qu'elle est, force et persuasion. Mais ce langage s'explique par des propositions. Ces propositions sont de nature et de forme diverses. En se réunissant au nombre de 3 et pas plus pour former le syllogisme, elles auront à soutenir entre elles des rapports soumis à cette nécessité générale de conclure régulièrement, mais variables avec la forme et la nature des propositions mêmes. Les unes affirment, les autres nient. Les unes concernent l'objet tout entier qu'elles expriment, les autres ne concernent qu'une partie de cet objet. Quel changement pourra subir le syllogisme sans que soit brisée la chaîne continue qu'il doit toujours présenter du principe à la conclusion ? Toutes les propositions, sous toutes les formes, peuvent-elles conclure ? Ou bien n'existe-t-il qu'un nombre limité de formes concluantes ? Aristote, d'après l'observation la plus scrupuleuse et par une analyse achevée, a trouvé que le nombre de ces formes s'élevait à 14, et ces 14 modes de raisonnement syllogistique, les seuls qu'emploie et que puisse employer la pensée quand elle est régulière, il les a divisés en 3 figures qu'il a classées suivant l'ordre de leur importance, c'est-à-dire de leur clarté par la position du moyen terme. Voilà le cercle infranchissable du raisonnement. Voilà les limites que Dieu lui impose. Voilà le code auquel il est soumis et qu'il observe à son insu. Ce n'est pas Aristote qui l'a fait, c'est lui seulement qui a eu la sagacité de le découvrir. Si le syllogisme est nécessaire, fait dire Leibniz d'après Locke à l'un des interlocuteurs de ses nouveaux essais, personne ne connaissait quoi que ce soit par raison avant son invention, et il faudrait croire que Dieu, ayant fait de l'homme une créature à 2 jambes, a laissé à Aristote le soin d'en faire un animal raisonnable, je veux dire, ce petit nombre d'hommes qu'il pourrait engager à examiner les fondements du syllogisme. Non, sans doute peut-on répondre à Locke, ce n'est pas Aristote qui a fait l'homme raisonnable, c'est bien Dieu seul qui lui apprend à raisonner, mais c'est Aristote qui seul lui apprend comment il raisonne. C'en est assez pour la gloire humaine, et il a été bien rare d'en acquérir une qui valût celle-là. Aristote n'a pas montré seulement que le syllogisme était la forme vraie, la forme nécessaire du raisonnement. Il a parcouru toutes les espèces de raisonnement ordinaires, une à une, et il a prouvé qu'elles se réduisaient toutes sans exception au syllogisme. C'était un complément indispensable de sa théorie. Il n'a pas manqué de le lui donner. L'induction elle-même a été ramenée à la forme syllogistique, car Aristote a connu l'induction, ce dont pourrait faire douter la gloire revendiquée si souvent pour Bacon d'être venu substituer l'induction au syllogisme. L'induction d'abord ne peut être opposée au syllogisme parce qu'elle n'est elle-même qu'un syllogisme d'un certain genre. De plus, elle n'était point à découvrir au temps de Bacon. Le philosophe grec l'avait admirablement pratiquée, car tous les hommes la pratiquent spontanément, et ses œuvres d'histoire naturelle, de politique, de météorologie, de logique même l'attestaient assez. Mais en outre, seul parmi tous les philosophes, il l'avait définie, étudiée, dans ce qu'elle a d'essentiel.
et n'avait sous ce rapport rien laissé à faire pour ses successeurs dans le champ de la logique pure. Il faut donc chercher à Bacon un autre mérite, et nous essaierons d'indiquer plus loin celui qui lui revient en propre. Mais en attendant, qu'Aristote garde la théorie de l'induction tout aussi bien que celle du syllogisme, toutes les deux ne sont qu'à lui et lui appartiennent bien légitimement. Il n'a pas même oublié cette quatrième figure attribuée à Galien sur le témoignage d'Averroès, et qui semblerait accuser une lacune dans la théorie péripatéticienne du syllogisme. Aristote n'a pas distingué une quatrième figure parce que de fait il n'y en a point. Le moyen terme ne peut avoir que 3 positions et pas plus. Mais il a bien vu que si l'on admettait ces conclusions indirectes, on pourrait ajouter aux 14 modes des 3 figures signalées par lui 5 autres modes qui concluent indirectement. Il n'a fait que les indiquer. Confère Premiers Analytiques, livre 1, chapitre 7, paragraphe 2. Parce que ces modes sont très peu naturels et d'un usage nul, mais il ne les a pas omis. Ses disciples Théophraste et Eudème n'avaient pas à les inventer comme on sait plus si souvent à le dire. La quatrième figure n'était pas plus affaire au temps de Galien qu'elle ne l'est de nos jours. Bien plus, Aristote l'eût-il même complètement ignoré, sa magnifique invention n'en serait guère amoindrie. Le syllogisme une fois découvert, tout le reste était facile, et il suffisait d'une sagacité fort commune pour achever l'œuvre ainsi commencée.